Juillet 1988. Un croiseur des forces navales des États-Unis affronte des vedettes iraniennes dans le golfe Persique. Tout à coup, son radar détecte un avion inconnu. Est-ce un ennemi? Les Marines ont 7 minutes pour en avoir le cœur net. L'appareil s'approche et la tension se fait sentir. Le commandant du croiseur doit faire un choix difficile. Abattre l'avion ou mettre la vie de son équipage en danger. We are in an emergency. En 1988, la guerre Iran-Irak bat son plein. Le conflit violent perdure depuis 8 ans. C'est une guerre d'usure dont l'enjeu est l'exportation de pétrole de chaque pays. Les États-Unis veillent sur le golfe Persique. Plus de 30 navires de guerre américains protègent les pétroliers neutres. À l'aube du 3 juillet, l'USS Vincennes se dirige vers le port de Bahreïn après un mois de patrouille. L'équipage y profitera de quelques jours de repos. Pendant que son équipage rêve au long congé du 4 juillet, le commandant Will Rogers s'inquiète. Selon les services de renseignement des États-Unis, les forces iraniennes risquent de lui causer des ennuis pendant son congé. Yeah. L'officier de quart du Centre d'information de combat reçoit un message urgent de la part d'un autre navire de la flotte américaine. Des vedettes rapides iraniennes talonnent un navire marchand pakistanais. Skipper, you better come down. Sounds like the Montgomery's got her nose in a beehive. I'll be right there. L'USS Elmer Montgomery se trouve au nord de l'USS Vincennes, près du détroit d'Ormuz. C'est ici que les vedettes iraniennes attaquent les pétroliers qui quittent le golfe Persique. L'USS Vincennes est un croiseur Aegis conçu pour protéger un groupe aéronaval. Il est muni de lance-missiles Mark 26, de missiles antinavires Harpoon, de 2 canons de 13 cm et d'un système d'armes de combat rapproché Phalanx qui tire plus de 3000 munitions à la minute. Mais c'est son radar à la fine pointe de la technologie qu'il distingue des autres croiseurs. Le radar à balayage électronique Spy-1 peut chercher et traquer plus de 100 cibles simultanément dans un rayon de 300 km. Pour les membres de l'équipage, dont Mike Zunino et Mark Nielsen, l'USS Vincennes est un vaisseau digne de la guerre des étoiles. J'étais très fier de ce navire. Je me sentais en sécurité. On se croyait invincible. Les armes et le radar étaient à la fine pointe de la technologie. On pouvait accomplir presque n'importe quoi. Le commandant Rogers est responsable d'un système de commandement et contrôle au cœur du centre d'information de combat. Ces écrans lui permettent d'évaluer la situation tactique sur le champ. Le capitaine de corvette Vic Guillory est l'officier d'action tactique responsable de la guerre de surface. Vic, what do we got on visual? Got a cluster of bog hammers here near the Montgomery. Another cluster may be closing a merchant vessel. Plus d'une douzaine de vedettes iraniennes semblent traquer un navire marchand. Les Bogamars sont des vedettes rapides pilotées par les gardiens de la révolution islamique, une force paramilitaire extrémiste. On savait qu'ils possédaient des roquettes et des mitrailleuses. S'ils s'approchaient suffisamment de leur cible, leurs roquettes pouvaient causer de sérieux dégâts. En 1988, les forces iraniennes attaquaient jusqu'à 13 pétroliers étrangers par jour pour empêcher Saddam Hussein d'exporter le pétrole irakien.
Le commandant Rogers envoie son hélicoptère, dont l'indicatif d'appel est Ocean Lord, pour déterminer ce que font les vedettes iraniennes. Roger that. Vincennes out. Vector in Ocean Lord. Ocean Lord est un hélicoptère biturbine Seahawk de Sikorsky conçu pour les missions de reconnaissance et la guerre anti-sous-marine et anti-navire. Roger, Trinity Sword, we read you. Vectoring toward Montgomery now. Le pilote de l'hélicoptère repère rapidement les vedettes. Elles ne semblent pas menaçantes. Mais le pilote vole trop près d'elles. Les vedettes iraniennes réagissent immédiatement avec un tir anti-aérien. Jesus! Trinity Lord, this is Ocean Lord 2-5. We are taking fire. Executing evasion. Clearing. 2-5, this is Trinity Sword Actual. Is anyone hurt? Confirm hostile fire, over. Trinity Sword, no injuries. We confirm 8 to 10 rounds of airburst from the northernmost group of Iranian small craft. Over. Ocean Lord, this is Trinity Sword Actual. Return immediately to Vincennes cover. Close Ocean Lord's position at best speed, bearing 330. Selon les règles d'engagement américaines, le commandant Rogers peut employer la force pour se défendre. 30, full speed. Une équipe de tournage des forces navales qui, par hasard, se trouve sur le pont filme la scène. Le croiseur se dirige vers le nord à plus de 30 nœuds. Le commandant Rogers confrontera sous peu les vedettes iraniennes. Il s'agit du premier combat de l'USS Vincennes. Les résultats seront catastrophiques. Jesus! Le commandant Will Rogers est basé dans le golfe Persique depuis un peu plus d'un mois, mais sa réputation de commandant agressif et courageux est déjà bien établie. On surnomme son croiseur le Robo Cruiser. Officer of the deck, set general quarters. Entre-temps, 87 km plus loin, à l'aéroport de Bandar Abbas en Iran, l'équipage du vol 655 d'Iran Air s'apprête à s'envoler vers Dubaï. Il s'agit d'un court vol de 28 minutes au-dessus du détroit d'Ormuz. Le commandant de bord est Mohsen Rezayan, 37 ans. Son frère Hossein témoigne de son dévouement professionnel. Mohsen adorait son emploi. Il aimait beaucoup être pilote. Il avait déjà effectué plus de 10 000 heures de vol. Le vol du commandant Rezayan est retardé de 27 minutes par les problèmes d'immigration d'un passager. Cette situation confondra l'équipage de l'USS Vincennes malgré son équipement sophistiqué. L'équipe de tournage continue de filmer alors que l'USS Vincennes s'approche des vedettes Boghamar iraniennes. Même si son hélicoptère a été la cible de tirs ennemis, le commandant Rogers peut rendre l'appareil seulement si son navire est en danger. L'épais brouillard qui recouvre le golfe camoufle les vedettes. Mais le commandant Rogers n'a pas besoin d'attendre que l'une des vedettes ne fasse feu. Leur comportement agressif suffit pour justifier un tir. Elle se dirigeait vers nous très rapidement et suivait une trajectoire erratique. On a demandé la permission de tirer un coup de semonce. This is Vincennes. Request permission to engage. Boghammer Group. Le commandant de combat de surface Richard McKenna est à bord de son navire à Bahreïn. Il n'hésite pas à leur accorder la permission de faire feu. Les règles d'engagement étaient sans équivoque. Je n'avais aucun doute quant aux mesures à prendre à ce moment précis. Gulf Sierra, this is Vincennes. Opening fire with guns. Assumed hostile track 4456. Vincennes out. You can fire for effect. Il est 9h43. Une rencontre anodine dans le golfe Persique a des conséquences catastrophiques.
C'est la première fois que l'équipage de l'USS Vincennes va au combat. Aucun d'entre nous ne songeait au combat. Nous étions sur un navire de guerre, mais jamais nous ne croyions un jour faire la guerre. Malheureusement, nous avions tort. Les vedettes ripostent, mais leurs armes sont trop faibles pour atteindre l'USS Vincennes et l'USS Montgomery qui travaillent de concert. Verify me rounds to the tray. L'USS Vincennes et l'USS Montgomery livrent un combat féroce en mer. Tout ce qui approche les navires de guerre constitue une menace. Le commandant de corvette, Scott Lustig, doit aviser le commandant de toute menace aérienne. Il aperçoit un appareil qui dévie de sa trajectoire et fonce vers l'USS Vincennes. Track number 4472, Iranian P-3, range 62 miles. Il s'agit d'un avion P-3 Orion iranien, un avion de patrouille maritime. Selon une procédure éprouvée, l'USS Vincennes utilise une fréquence militaire pour aviser l'avion qu'il a été repéré. Speed 270, this is United States Naval Warship. Request you state your intentions. US Warship, this is Iranian Papa 3. Our intention is search mission. We keep clear of your unit. Le pilote promet de garder ses distances, mais le commandant Rogers sait qu'il l'observe encore grâce à son radar. Il craint une frappe aérienne. La situation s'aggrave. Okay, I want rounds in the tray. Give me a firing solution for that northernmost group of bog hammers. Scott, keep me updated on the P-3. Entre-temps, tous les passagers du vol 655 d'Iran Air sont à bord. Le commandant Rezayan est prêt pour le décollage. 10 avions civils doivent décoller de l'aéroport de Bandar Abbas en ce 3 juillet. L'armée iranienne utilise également l'aéroport. Les services de renseignement américains jugent que le transfert des avions de chasse F-14 iraniens vers l'aéroport menace la sécurité des Américains. 655 clear for takeoff. Thank you very much. Good day. Le commandant Rezayan ignore qu'il s'envole vers une zone de combat. L'USS Vincennes repère le vol 655 quelques secondes après son décollage. Le radar ne peut déterminer de quel appareil il s'agit. L'officier Anderson est responsable de l'identification. Il observe l'appareil d'Iran Air. Pour l'identifier, il utilise le système IFF qui permet l'identification à mi-ennemi. Tous les aéronefs d'envergure ont un système IFF qui effectue l'identification à mi-ennemi. Ils ont chacun leur code nous permettant de les identifier et d'obtenir les informations nécessaires. Anderson tente d'identifier le signal IFF de l'avion. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour émettre un signal électronique qui se répand dans l'atmosphère. Le répondeur de bord dévoile automatiquement les modes et les codes de son signal IFF. Les modes 1, 2 et 4 s'appliquent aux avions militaires. L'avion d'Iran Air affiche le mode 3. Tous les appareils affichent le mode 3, donc ce n'est pas un mode fiable. On ignorait s'il s'agissait d'un avion militaire ou civil. Puisque les avions militaires peuvent dissimuler leur identité en affichant le mode 3, Anderson décide de consulter l'horaire des avions commerciaux. Il vérifie si l'un de ceux-ci vient de quitter l'aéroport de Bandar Abbas. Aucun vol ne figure à l'horaire. Unidentified Iranian aircraft on course 203, speed 303 knots, altitude 4,000 feet. This is United States. L'USS Vincennes tente de communiquer avec l'appareil sur une fréquence de détresse militaire. 40 miles from you. You are approaching United States Naval Warship in international waters. Request you state your intentions. Over. Personne ne répond. Malgré sa technologie avancée, l'USS Vincennes est incapable de capter les fréquences du contrôle aérien civil.
Unidentified aircraft on course 206, speed. Il ne reste plus qu'à appeler l'avion à l'aide d'une fréquence de détresse civile internationale. 05616 East. You're approaching a United States naval warship. Request you remain clear. L'équipage du vol 655 reste muet. L'avion s'approche de l'USS Vincennes à 480 km à l'heure. Anderson constate que son signal IFF semble avoir changé. L'avion affiche les modes 3 et 2 1100. Anderson consulte sa liste de codes et fait une découverte surprenante. Le nombre 1100 suggère qu'il s'agit d'un avion de chasse F-14 iranien. All stations IDS, I have a possible Mode 2 on track 4131, 1100, which breaks as an F-14. Possible Mode 2, breaking as an F-14. I repeat, incoming Mode 2. Les paroles d'Anderson retentissent dans le centre d'information de combat. L'écran radar du commandant Rogers affiche même la présence d'un F-14. 48 km plus loin, l'Airbus et ses 290 passagers s'envolent dans le ciel surplombant le golfe Persique. Le commandant Rezaïan ignore le danger qu'il guette. Un avion d'Iranair en direction de Dubaï se dirige droit vers un navire de guerre américain qui livre un combat dans le détroit d'Ormuz. L'officier Anderson, le responsable de l'identification à bord de l'USS Vincennes, croit que l'avion civil est un avion de chasse iranien. Selon les écrans du centre d'information de combat, le vol 655 est un F-14. Dans les années 70, le gouvernement américain a vendu 80 avions F-14 à son ancien allié, le Shah d'Iran. Ce sont les avions les plus redoutables de l'armée iranienne. L'équipage de l'USS Vincennes croit être la cible d'un F-14. Mon cœur battait la chamade. J'étais extrêmement anxieux et je ressentais énormément de pression. Le capitaine de corvette Scott Lustig est le coordonnateur de guerre anti-aérienne du commandant Will Rogers. L'avion n'est qu'à 45 km du navire. Et il demande la permission de faire feu s'il approche encore. My position, my intention is to engage at 20 nautical miles if he does not turn away. Do you concur? Over. You should warn aircraft first, then take it under fire. Un appareil à moins de 32 km devient une menace absolue. Au beau milieu de l'océan, on ne blague pas. Le commandant Will Rogers ressent de plus en plus de tension. Mais en ce moment, les vedettes iraniennes le distraient. We've got a foul bore down here. Captain, we have a situation with Mount 51. Au beau milieu du combat, le canon avant reste coincé. Full rudder turn. Bridge CIC. Hard to port. Steady ship's course. 280 degrees, maintain speed. That's 25 knots. Le commandant doit faire demi-tour à toute vitesse pour faire feu sur les vedettes avec le canon arrière. Le navire a tangué. Il fallait bien se cramponner pour ne pas tomber par terre. Bring F gun to bear now. Pendant que le commandant Rogers se bat contre les vedettes iraniennes, le commandant Rezaïan tente d'atteindre son altitude de croisière. Estimating FIR 58, Dubai 0715. Confirm you are squawking 6760. Affirmative. Le commandant Rezaïan confirme que son appareil affiche le code d'un appareil civil afin que les radars puissent l'identifier correctement. Le lieutenant William Montford de l'USS Vincennes constate que l'appareil d'Iranair affiche le mode 3. Il réalise qu'il ne s'agit peut-être pas d'un avion de chasse. Sir, possible calm air.
Le commandant Rogers tient compte de l'avertissement, mais le silence de l'équipage de l'avion l'inquiète encore. Nous l'avons avisé à maintes reprises de nos intentions. Nous avions très peu de temps pour analyser l'information disponible. Si j'avais eu plus de temps, j'aurais peut-être réagi différemment. Le vol 655 franchit le seuil critique des 37 km le séparant du navire de guerre. L'USS Vincennes l'avise de nouveau de modifier sa trajectoire ou d'en subir les conséquences. 20 miles from you. You are standing into danger and may be subject to United States defensive measures. Request you remain clear of me. Le commandant Rogers a la permission d'abattre l'appareil. Captain, do you wish to engage at 20 miles? Captain, do you wish to engage the target at 20 miles? Captain, do you wish to engage the target at 20 miles? Negative. Le commandant Rogers retarde son intervention en espérant que l'appareil réagisse aux avertissements de l'USS Vincennes. Mais un revirement de situation détruit tous ses espoirs. Leach, le second maître, est le coordonnateur des informations tactiques. Sa tâche est d'assurer le suivi de tout contact avec les aéronefs. Selon ces données, l'appareil est bel et bien un ennemi. Altitude declining. L'appareil plonge vers le navire selon un profil d'attaque bien connu. Il était à 24 km de nous. La situation était critique. Iranian aircraft on course 211, speed Track 4131 approaching 13 nautical miles. States naval warship operating in international waters. On risquait la mort. La tension ne cessait d'augmenter. On était sur le qui-vive. On ne savait pas ce qui allait se produire. Subject to United States defense measures. Inbound air contact closing and descending 1,000 feet per mile. Range 13 miles. Mon Dieu, il s'approchait de nous. Quelle serait la décision du commandant? Quelles étaient les intentions de l'appareil? God damn it, he's getting close. Mark, incoming Boghammer, bearing 042. Air contact still inbound, increasing speed and descending, range 11 miles. Le commandant Rogers craint que l'USS Vincennes ne soit condamné au même sort que l'USS Stark. Un an plus tôt, l'USS Stark a été victime de 2 missiles Exocet lancés par un avion de chasse irakien. 37 Marines ont perdu la vie et le navire a été lourdement endommagé. Une enquête a révélé les lacunes du commandement qui a refusé de se défendre contre l'ennemi. Le commandant de l'USS Stark a par la suite remis sa démission et quitté les forces navales américaines. Captain, air contact still inbound, increasing speed and descending, range 11 miles. Le commandant Rogers refuse de commettre la même erreur. Le temps filait. Je devais prendre une décision. Si l'appareil s'approchait à moins de 16 km de nous, je devais réagir avant qu'il ne soit trop tard. C'est l'heure de vérité. Le commandant Rogers tourne sa clé d'autorisation de mise à feu. Take order, track 4131. Do I have a take order on the contact? Yes, take. Birds away. Rails clear. Iranian aircraft on course 209, speed 353 knots. L'USS Vincennes émet un dernier avertissement sur la fréquence de détresse militaire. Le commandant Rogers est prêt à appuyer sur le bouton « Alto feu » pour détruire les missiles si l'appareil répond à son appel.
Estimate 10 seconds to intercept. Sur le pont, l'équipage confirme l'impact. L'USS Vincennes a abattu l'ennemi présumé. Le commandant Rogers croit avoir sauvé le navire et son équipage, mais il a tort. La décision de Will Rogers secourra le monde entier. God damn it, he's getting close. Alors qu'il livre un combat féroce contre des vedettes iraniennes dans le golfe Persique, l'USS Vincennes repère un avion qui fonce droit sur lui. Selon le Centre d'information de combat, il s'agit d'un avion de chasse F-14 iranien. Puisque l'appareil ignore les avertissements des forces navales américaines, le commandant Will Rogers décide de l'abattre. Mais il a commis une grave erreur. Il a abattu un avion de passagers d'Iran Air dans un corridor aérien international. 290 personnes ont perdu la vie. La télévision iranienne diffuse des images de leurs corps flottants dans le golfe Persique. Le commandant Rogers se sent coupable. Peu importe les erreurs de son équipage, le commandant est responsable. Les familles des victimes souffrent encore plus. Le frère aîné du commandant Rezayan, Hossein, doit identifier la dépouille de son frère dans une morgue temporaire à Bandar Abbas. Sa mort a anéanti notre famille, surtout son épouse et ses enfants. Mes parents, qui sont toujours vivants, parlent de ce drame tous les jours. Ils ne comprennent pas comment cela a pu se produire. La communauté internationale réagit immédiatement. Elle veut savoir comment un croiseur à la fine pointe de la technologie a pu méprendre un avion de passagers pour un F-14. Le gouvernement américain nomme le contre-amiral William Fogarty pour mener l'enquête. Il s'agissait d'une grande tragédie. Je savais que j'avais une grande responsabilité et que je passerais plusieurs nuits blanches. L'enquête est menée selon les règlements du système de justice militaire. Les enjeux sont énormes. Roger Charles, journaliste de terrain, est un ex-marine qui a suivi toute cette histoire. Le commandant Rogers était responsable d'un croiseur Aegis d'une valeur de plusieurs millions de dollars. Il était au sommet de sa carrière. Tout à coup, il faisait face à la cour martiale et risquait une peine d'emprisonnement. Le contre-amiral Fogarty et son équipe analysent minutieusement chaque geste posé par l'équipage de l'USS Vincennes. Lorsque le radar de l'USS Vincennes repère le vol 655, le navire mène un combat contre les vedettes iraniennes. On doit surveiller tous les aéronefs à 100 km à la ronde pour éliminer toute menace. L'officier Anderson, responsable de l'identification des appareils, consulte les horaires des vols commerciaux afin de vérifier s'il s'agit d'un avion de passagers. Mais l'horaire affiche les heures de départ selon l'heure locale. Anderson ignore s'il s'agit de l'heure de Bandar Abbas ou de Bahreïn. L'USS Vincennes se fiant sur cette dernière.
Le vol 655 accusait un retard d'une demi-heure suite au problème de visa de l'un de ses passagers. De plus, il y a un décalage de 30 minutes entre les deux fuseaux horaires. Anderson a déterminé qu'aucun appareil ne devait survoler l'USS Vincennes à ce moment-là. Le système IFF doit reconnaître les avions amis et ennemis. Le contre-amiral Fogarty doit découvrir comment l'USS Vincennes a pu méprendre un avion commercial qui affichait le mode 3 pour un F-14 qui afficherait le mode 2. Il n'y aurait pas eu d'erreur de communication? Selon moi, monsieur, non. Pourquoi? L'appareil affichait le mode 2, je l'ai vu. Cet affichage du mode 2 est important? Oui, monsieur. Selon les services de renseignement, un F-14 iranien se trouvait sur l'aire de trafic de l'aéroport de Bandar Abbas alors que le vol 655 se préparait à décoller. Sur son écran, l'officier Anderson saisit le vol 655 pendant son décollage, mais il maintient le curseur sur l'appareil pendant près de 90 secondes. Ainsi, même si le symbole se trouve sur le vol 655, le logiciel capte encore les signaux en provenance de l'aéroport de Bandar Abbas. Une défaillance technologique est donc à l'origine de cette erreur humaine. Son curseur se trouvait sur l'aéroport de Bandar Abbas. Il a donc repéré le signal du F-14 qui s'apprêtait à décoller après l'Airbus d'Iran Air. Je suis convaincu que c'est ce qui s'est produit. La présence d'un F-14 semble confirmer les rapports des services de renseignement qui avisaient le commandant Will Rogers de s'attendre à des ennuis pendant le long congé du 4 juillet. Le commandant croit donc qu'un F-14 agit de concert avec les vedettes iraniennes pour attaquer l'USS Vincennes. Sir, possible calm air. Selon lui, l'éventualité d'une attaque aérienne est plus probable qu'une erreur d'identification. Le lieutenant Manford vous a-t-il avisé d'une erreur potentielle? Oui, je m'en souviens très bien. Je crois que j'ai réagi en levant le bras pour lui signaler que je l'avais entendu. Vous avez tout de même fait feu. Oui. Pourquoi? Je voulais obtenir toute l'information possible. L'IFF est un signal important, mais ça m'était égal si le mode 1100 appartenait à un F-14 ou à un Fokker. Le pilote ne m'a jamais répondu. C'était anormal. L'USS Vincennes a émis 10 avertissements. Pourquoi l'équipage du vol 655 a-t-il gardé le silence? Tout ce qu'on sait, c'est que l'équipage n'a jamais répondu. Le commandant Rogers voulait une preuve qu'il s'agissait bel et bien d'un avion de passagers. Il ne l'a jamais obtenu. L'USS Vincennes a transmis 7 des 10 avertissements sur une fréquence militaire inaccessible à l'appareil d'Iran Air. La radio de l'Airbus était incapable de capter la fréquence de détresse militaire, puisqu'il s'agit d'un avion commercial. Pourquoi aurait-il accès à cette fréquence? L'USS Vincennes n'a diffusé que 3 avertissements sur la fréquence de détresse civile. Ceux-ci n'identifient jamais clairement l'appareil en cause. Unidentified aircraft on course 210, speed 350, altitude 10... Les avertissements citent la vitesse sol de l'appareil. Warship bearing 201, 20 miles from you. You are standing into danger and may be subject... Mais l'anémomètre du commandant Rezaian affiche la vitesse indiquée, une valeur non corrigée. L'anémomètre indiquait probablement 300 nœuds, soit 50 nœuds de moins que la vitesse sol. Le pilote devait se demander à qui il pouvait bien parler. Il ne se sentait pas visé. Il croyait probablement qu'il s'agissait d'un autre appareil iranien. Le vol 655 d'Iran Air affichait un code qui permettait au radar d'identifier l'appareil et sa destination. Si l'USS Vincennes avait mentionné ce code, le commandant Rezaian aurait répondu immédiatement. Mais les forces navales américaines n'exigent pas que ces opérateurs utilisent ce code en communiquant avec les avions civils. Plus l'appareil s'approche de son navire, Captain, do you wish to engage at 20 miles?
plus le commandant Rogers se sent piégé. Captain, do you wish to engage the target at 20 miles? Le commandant Rogers a attendu jusqu'à la dernière minute avant de faire feu. Il avait deux choix. Faire feu immédiatement ou attendre et ne pas tenir compte de sa responsabilité de protéger son navire et son équipage. Le commandant Rogers a décidé de faire feu en apprenant que l'appareil descendait vers le navire, selon un profil d'attaque courant. C'est le moment critique. Altitude declining. Les enquêteurs interrogent le second maître Leach sur cette affaire. OK. Avez-vous signalé une baisse d'altitude sur le réseau? Sur le réseau interne? Oui, monsieur. Donc, en apercevant la trajectoire de l'avion, vous l'avez signalé à l'officier d'action tactique et au commandant. Oui, monsieur. Tout comme une boîte noire, les ordinateurs de l'USS Vincennes ont enregistré toutes les données sur les écrans de centre d'information de combat. Selon ces enregistrements, le vol 655 n'a jamais effectué de descente. L'avion n'a jamais cessé de monter. On ne s'attendait pas du tout à faire une telle découverte. Altitude declining. Est-ce vraiment possible? Selon les données, l'avion montait. Est-ce possible que le second maître ait commis une erreur? Le contre-amiral Fogarty envoie une équipe médicale observer l'équipage de l'USS Vincennes. L'autoprophétie appelée effet Pygmalion aurait peut-être joué un rôle dans cette catastrophe. Range 13 miles. Si l'on croit avec certitude qu'un événement se produira, peu importe ce que nous démontrent les données, on réagit comme si l'événement en question se produisait. Si les responsables avaient vérifié les écrans radars, ils auraient constaté que le vol 655 n'a jamais plongé vers le sol. Il grimpait plutôt jusqu'à son altitude de croisière. Pourtant, personne n'a vérifié les écrans. Scott, les données contredisent les témoignages oculaires. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi? Non, je ne comprends pas. J'y songe depuis plusieurs jours. Je crois que j'ai ignoré les données et réagi en fonction de mes collègues qui, selon moi, sont fiables. Le capitaine de corvette Scott Lustig fait donc confiance à ses collègues et à leur jugement. Le commandant Rogers, quant à lui, se fie à Scott Lustig. J'ai fait confiance au capitaine Lustig. L'appareil nous menaçait. Il était à 14 km de notre navire. Je devais me défendre. J'ai donné la permission de faire feu. Le commandant Rogers avait très peu de temps pour prendre sa décision. Après avoir analysé les données qui lui étaient disponibles, j'ai conclu qu'il avait pris la bonne décision. Je le crois encore aujourd'hui. Il voulait défendre son navire à tout prix. Take order, track 4131. Le Centre d'information de combat sophistiqué a fourni l'information précise, mais les craintes de l'équipage ont pris le dessus. L'enquête du contre-amiral Fogarty dure un mois. Il conclut que l'équipage de l'USS Vincennes n'a fait preuve ni de négligence ni d'intention coupable en abattant le vol 655 d'Iranair. Le commandant Rogers a agi prudemment, compte tenu des informations qu'il détenait, ainsi que du court délai pendant lequel il devait prendre sa décision. Le contre-amiral Fogarty juge que le gouvernement iranien est à blâmer pour avoir laissé un de ses avions civils survoler une zone de combat. Le gouvernement américain publie une version tronquée du rapport de William Fogarty qui omet un fait important. Une fois dévoilé, ce fait fera la lumière sur la tragédie du vol 655.
En août 88, après une enquête minutieuse, le contre-amiral William Fogarty conclut que le commandant et l'équipage de l'USS Vincennes ont agi prudemment et raisonnablement devant ce qu'il considérait une menace en abattant le vol 655 d'Iran Air. Mais le journaliste de terrain Roger Charles est sceptique. Il lit une copie du rapport de l'enquête et constate qu'il ne contient aucune carte indiquant la position du navire. L'absence d'une telle carte a éveillé mes soupçons. Pourquoi n'y avait-il pas de carte? Skipper, you better come down. Sounds like the Montgomery's got her nose in a beehive. I'll be right there. Lorsque le commandant Rogers apprend que les vedettes iraniennes talonnent les navires marchands, l'USS Vincennes est au sud de l'USS Montgomery et se dirige vers le port de Bahreïn. Gulf Sierra, this is Vincennes. Request permission to support USS Montgomery against surface contacts. Over. Le commandant Rogers demande au commandant de combat de surface Richard McKenna la permission de se diriger au nord pour prêter main forte à l'USS Montgomery. Mais McKenna l'autorise seulement à envoyer un hélicoptère. Roger that. Vincennes out. Vector in, Ocean Lord. Mais le commandant McKenna constate avec stupéfaction que l'USS Vincennes se dirige vers le nord et s'approche de l'USS Montgomery. Il ordonne au commandant Rogers de faire demi-tour immédiatement en laissant l'hélicoptère sur les lieux. On lui avait dit clairement de ne pas changer de position, mais il l'a fait. Je crois qu'il voulait peut-être confronter l'ennemi. Je ne suis pas le seul à le croire. Jesus! Trinity Lord, this is Ocean Lord 25. Mais les vedettes iraniennes ont fait feu sur l'hélicoptère de l'USS Vincennes, ce qui a changé la donne. Selon les règles d'engagement, le commandant Rogers peut rendre l'appareil. Il peut maintenant poursuivre les vedettes iraniennes, mais à quel prix? En 1990, Roger Charles obtient un document confidentiel de l'Organisation de l'aviation civile internationale sur la catastrophe du vol 655. Le document contient les coordonnées de l'USS Vincennes. Roger Charles les rapporte sur une carte et fait une découverte étonnante. Au moment de la catastrophe, l'USS Vincennes se trouve sur le territoire iranien à 4 km des eaux internationales. En pourchassant les vedettes sur le territoire iranien, le navire de guerre se retrouve dans la trajectoire de vol de l'appareil d'Iran Air. Si le commandant Rogers avait écouté les ordres, il n'aurait jamais abattu le vol 655 d'Iran Air. C'est évident. Il n'y aurait jamais eu de combat. Le radar de l'USS Vincennes aurait capté les avions. Et il aurait eu suffisamment de temps pour identifier correctement l'avion civil. Malgré la catastrophe, l'équipage de l'USS Vincennes est accueilli chaleureusement par ses compatriotes au port de San Diego. Captain, do you wish to engage the target at 20 miles? Le capitaine de corvette Scott Lustig obtient une médaille des forces navales pour avoir su maintenir son sang-froid en situation de combat. Take order, track 4131. Le commandant Will Rogers reçoit la Légion du Mérite pour sa performance en tant que commandant de l'USS Vincennes. Les deux hommes ont pris leur retraite depuis. Chaque année, les familles des victimes commémorent la tragédie dans le Golfe Persique. Le temps n'a pas atténué la douleur de Hossein Rezaian, le frère du pilote du vol 655. Je ressens encore la même douleur. J'essaie de penser à autre chose, mais franchement, je n'y arrive pas. C'est une tragédie inoubliable. Même 17 ans plus tard,
L'horreur de cette tragédie demeure encore dans chacun de nos cœurs. Peu importe la technologie sophistiquée sur laquelle nous nous fions, nos craintes, nos émotions et notre instinct vital peuvent engendrer des catastrophes. Rien ne va plus à bord d'un vol entre la Russie et Hong Kong. L'équipage fait son possible pour empêcher l'appareil de s'écraser au sol, 10 000 mètres plus bas. La cause de cette catastrophe, un adolescent de 15 ans pilote l'appareil. Le 22 mars 1994 à Moscou, Eldar Kudrinsky, 15 ans, quitte son pays pour la première fois. Il remplit son sac de tous ses gadgets. Eldar, Uncle Volodya is waiting. I'm ready. Come on. Eldar n'est pas un enfant ordinaire. Son père est le commandant Yaroslav Kudrinsky, un pilote d'avion de ligne. La famille Kudrinsky fait partie de l'élite russe et vit dans un luxe auquel leurs concitoyens ne font que rêver. Okay, let's go. Captain is here. Now we can take off. Hello, Uncle Volodya. Hello. La ligne aérienne Aeroflot accorde un rabais une fois par année aux familles des pilotes. Le commandant Kudrinsky emmène donc ses enfants en vacances pendant 4 jours à Hong Kong. Mom, it won't all fit. Anybody would think we're going for a year. Where is your daughter? Listen to the music in a car. By the time they're our age, these kids are going to be deaf. What? Deaf. Pardon? Le commandant Vladimir Makarov, appelé Volodya par ses amis, est pilote aussi. Il accompagne la famille Kudrinsky à Hong Kong et veillera sur les enfants pendant le vol. Madame Kudrinsky fera ses adieux à l'aéroport. Oh, Eldar. Oh, Yana, promise you'll call as soon as you get there. We'll call as soon as we can, okay? Come on. Yaroslav et moi adorions voyager. Les enfants aussi. Ils aimaient visiter de nouveaux endroits et apprendre de nouvelles choses. Ils ont sauté sur l'occasion d'accompagner leur père. Eldar et Yana ne sont pas seuls à bord du vol 593. La plupart des 63 passagers sont des hommes de Hong Kong et Taïwan qui effectuent un voyage d'affaires en Russie. Les autres passagers, comme Adrian DeVille, arrivent de Londres et ont choisi Aeroflot pour son tarif économique vers l'Asie. Adrian DeVille est le gérant d'une boutique d'appareils photo dans le nord de l'Angleterre. Ce passionné des avions se rend à Hong Kong pour 2 semaines afin de photographier le nouvel aéroport. Il était prêt à aller n'importe où pour prendre des photos des aéroports, surtout si l'aéroport était renommé. Il est allé à Hong Kong pour admirer ce nouvel aéroport. À l'époque, il s'agissait d'une merveille d'ingénierie. Mark Newport, un promoteur sportif britannique, habite à Hong Kong.
Mark était dans les forces britanniques. L'armée l'a envoyé à Hong Kong. Il s'est marié là-bas et y a fait sa vie. Je n'avais jamais entendu parler de la compagnie Aeroflot. Mark l'a choisie pour sauver de l'argent. En 1994, la Russie vit d'importants changements. 3 ans auparavant, l'Union soviétique s'est effondrée. Une nouvelle Russie voit le jour derrière les vestiges du rideau de fer. Aeroflot, la ligne aérienne appartenant à l'État, évolue aussi. Elle achète 5 appareils de la compagnie Airbus. Les Airbus A310-300 coûtent 70 millions de dollars. Aeroflot souhaite que ces appareils viennent à bout de sa mauvaise réputation en matière de sécurité. Les Airbus forment une nouvelle division de prestige. Celle-ci comprend des pilotes chevronnés choisis minutieusement par Aeroflot. Chacun d'entre eux a complété des milliers d'heures de vol, possède un dossier immaculé et parle l'anglais. De plus, ils ont tous eu droit à une formation sur mesure de la part de la compagnie Airbus. Kudryntski et moi avons commencé à travailler à Sheremetyevo en même temps. Nous étions voisins, mais nous nous connaissions à peine. Puis nous avons constaté que nous étions pilotes tous les deux. Plus tard, nous avons suivi ensemble la formation sur l'Airbus A310. Yana et Eldar sont enfin à bord du nouvel appareil dont leur père leur a si souvent parlé. Soyez sages, sinon oncle Volodia vous expulsera de l'appareil. Yaroslav Kudryntski a effectué 900 heures de vol à bord de l'Airbus A310. C'était leur premier voyage outre-mer, mais évidemment, Eldar et Yana avaient déjà accompagné leur père en avion un peu partout à travers la Russie. Ils avaient beaucoup voyagé pour des enfants de leur âge. Le commandant Andrei Danilov prendra les commandes dans les corridors aériens très fréquentés de Moscou. Une fois sorti de la ville, le commandant Kudryntski prendra la relève. À ce moment, Igor Piskarev deviendra son copilote. Les 3 hommes sont des pilotes chevronnés. Le poste de pilotage du nouvel Airbus A310 est informatisé au grand complet. Tout comme les appareils à la fine pointe de la technologie, il est doté d'un pilote automatique qui peut prendre les commandes de l'avion pendant de longues périodes. Le vol 593 décolle à 16h39, heure de Russie. Il empruntera bientôt la voie aérienne transsibérienne vers l'est et traversera la Mongolie et la Chine. Le vol se déroule bien. 4 heures après le départ, l'appareil survole Novosibirsk, en Sibérie, presque à mi-chemin entre Moscou et Hong Kong. Mais Eldar et Yana sont trop excités pour dormir. Andrei Danilov fait une pause après avoir parcouru les corridors aériens très passants de Moscou. Le commandant Kudryntski prend la relève. Il dirigera la prochaine étape du voyage. Maîtrisez-vous les commandes? Oui. Tu es réveillé? Oui. Pourquoi? On devrait surprendre ton père. Dans le poste de pilotage? Oh oui. Ça vous plairait? Allons-y. En ce moment, le pilote automatique assure les commandes de l'Airbus à 10 000 mètres d'altitude. La soirée est paisible, mais des événements troubleront cette quiétude. Les pilotes et l'équipage devront tout faire en leur pouvoir pour sauver la vie des passagers. Vous avez des visiteurs importants. Peuvent-ils entrer? D'accord. Entrez. Bonsoir, papa. Voici mon copilote, Igor Piskarev. Bonsoir. Bonsoir. Que pensez-vous de notre nouvel avion? Il est très beau. Il est magnifique. Il est beaucoup plus moderne que nos vieux avions russes.
Papa, qu'est-ce que c'est? C'est le pilote automatique. Il contrôle l'appareil. Tout se fait automatiquement. Prends ma place, d'accord? Tout est calme. Plusieurs passagers dorment. Ils ignorent ce qui se passe dans le poste de pilotage. Papa, je peux tourner ce bouton? Oui. Yana, veux-tu piloter l'avion? Non. Prends le manche. N'aie pas peur. Ne touche aucun bouton. Surtout pas le bouton rouge. C'est le pilote automatique. N'y touche pas, d'accord? Yaroslav Kudrinski tourne le bouton de sélection de cap. Cela lui permet de tourner à gauche sans toutefois couper le pilote automatique. Sa fille croit qu'elle pilote l'avion. L'horizon artificiel montre que l'avion vire sur l'aile gauche. Cet instrument indique au pilote l'équilibre de l'appareil, même s'il ne peut pas voir le sol. Oh, c'est toi qui tournais l'appareil. Kudrinski oriente l'appareil selon ses données initiales pendant que le copilote Piskarev appelle le contrôle aérien pour lui faire part de leurs coordonnées. Novokuznets, this is SU-593, flight level 330, heading 105. L'appareil se trouve à plus de 3000 km à l'est de Moscou, au centre de la Sibérie. Sierra Uniform 593, Novokuznetsk, flight level 350, heading 105. Sierra Uniform 593, estimating Zakir at 1759. Eldar prend les commandes. Il attend ce moment depuis longtemps. Je filme le pilote. C'est vrai? Ah ouais. Je peux tourner le manche? Oui. Si tu tournes à gauche, où ira l'appareil? Là, à gauche? Oui. Regarde à gauche. On regarde toujours le sol en tournant. Contrairement à sa sœur, Eldar a de la difficulté à tourner le manche. Il exerce un peu plus de force sur celui-ci, mais il ne peut pas faire de virage puisque le pilote automatique maintient la trajectoire de l'appareil. Est-ce que l'avion tourne? Tout à coup, le manche tourne facilement. Est-ce que l'avion tourne à gauche? Oui, il tourne. Règle l'horizon artificiel à la position normale. Une fois de plus, Yaroslav Kudrinski tourne le bouton et règle l'horizon artificiel à sa position initiale. Le virage cesse et Eldar croit qu'il ne pilote plus l'appareil. Le commandant choisit le contrôle automatique de navigation, une fonction qui permet à l'appareil de maintenir sa trajectoire vers Hong Kong. Papa, papa. Mais Eldar tient encore le manche vers la gauche. Une fois de plus, il est raide. Je peux retourner m'asseoir? Pourquoi? Pour t'endormir? Ne cours pas dans l'allée. Sinon, on sera congédié. Eldar s'amuse en tournant le manche vers la droite. J'irai faire un tour sur la rue Temple. C'est un marché célèbre qui ouvre seulement le soir. Pourquoi l'avion vire-t-il? Il vire seul? Mais oui. Eldar est assis dans le siège du pilote depuis à peine 3 minutes. L'avion vire brusquement et l'angle ne cesse d'augmenter. L'avion semble virer seul et personne ne sait pourquoi. On dirait qu'on est dans une zone d'attente. L'avion entame une procédure d'attente. Ah oui. Bien sûr. Selon l'écran, l'avion suit maintenant une trajectoire en arc, tout comme un avion qui exécute une procédure d'attente pour une autorisation d'atterrir. Pendant que l'équipage observe l'écran, l'avion vire encore. Il est à un angle de 45 degrés. L'Airbus n'est pas conçu pour des virages aussi raides. Tout à coup, les barres directrices disparaissent de l'écran principal de vol.
L'équipage ne connaît ni la trajectoire ni le cap de l'appareil. L'avion vole à une vitesse de 650 km/h et vire dangereusement. Tout comme dans une voiture de course, le mouvement brusque de l'appareil cloue l'équipage et les passagers sur leur siège. Guys! Le pilote automatique de l'Airbus A310 lui permet de rester dans les airs. Mais tout à coup, le nez de l'appareil monte. La force de gravité empêche Piskarev d'atteindre les commandes. Il fait de son mieux avec une seule main, mais en vain. Piskarev tourne le manche vers la gauche, mais l'avion ne réagit pas. Hold it. Hold the control column. Seul Eldar tient le manche à deux mains. Il ne peut suivre que des ordres rudimentaires. La force de gravité l'empêche de se lever. Turning to the left. To the left. To the left now. To the right. The other way. I am turning it left. Okay, get out. Eldar est sur le siège du pilote depuis à peine 4 minutes. Il ne peut plus se lever puisqu'il a l'impression que son corps pèse 2 fois plus que la normale. Get out. Get out. Kudrinski ne peut rien contre la force de gravité. L'avion plonge vers le sol de la Sibérie et personne ne peut l'arrêter. Crawl out to the back. Get out. Get out. Get out. Le vol 593 d'Aeroflot vers Hong Kong est en péril. There's the ground. Le fils de 15 ans du pilote est aux commandes de l'appareil depuis 4 minutes. L'avion vire dangereusement et perd de l'altitude. Le commandant Kudrinski doit regagner son siège, mais il a peine à se déplacer. L'avion vire si abruptement et si rapidement que la force G exerce une pression 2 fois plus forte qu'à la normale. Les passagers ressentent tous la force G. Le commandant Danilov, conscient du danger, tente de regagner le poste de pilotage. Mais la force G, causée par les mouvements extrêmes de l'appareil, le cloue sur son siège. L'avion n'obéit toujours pas. Une alarme sème la confusion. Elle signale l'arrêt du pilote automatique. Eldar contrôle maintenant l'avion. Comble du malheur, une deuxième alarme retentit. Les moteurs caleront sous peu. Un dispositif automatique de sécurité se met en marche afin de permettre à l'appareil de rester dans les airs. Pour ce faire, l'Airbus pique du nez et plonge vers le sol pour accélérer. L'avion plonge à 200 mètres à la seconde. Les passagers ont l'impression d'être dans un ascenseur en chute libre. En quelques secondes, la force G cède sa place à l'impesanteur. Les passagers risquent de se blesser grièvement. Lorsque la gravité se fera de nouveau sentir, tout ce qui flotte sera projeté au sol. L'avion, qui se trouvait à 10 000 mètres d'altitude, plonge rapidement. Si l'équipage ne maîtrise pas la situation, l'avion s'écrasera dans moins d'1 minute. Piskarev tire sur le manche de toutes ses forces pour interrompre le plongeon de l'Airbus. Le nez de l'appareil pointe maintenant vers le haut et l'avion grimpe rapidement. Le retour de la gravité est brutal. L'avion grimpe et les gens sont coincés sur leur siège et au sol. L'accélération soudaine leur donne l'impression d'être 4 fois plus lourd que la normale. Entre-temps, le copilote Piskarev tente de maîtriser l'avion. Thrust levers too slow. Il a interrompu le plongeon, mais maintenant l'avion monte trop rapidement. Les moteurs de l'Airbus ne sont pas assez puissants pour le pousser de la sorte. L'appareil ralentit brusquement. L'avion continue de monter, mais résiste mal au choc. Le retour de la gravité permet au commandant Kudrinski de regagner son siège. Mais Piskarev a étouffé les moteurs. L'appareil effectue une descente en tire-bouchon.
Après avoir atteint une altitude de 6000 mètres, l'Airbus plonge vers le sol à une vitesse fulgurante de 70 mètres secondes. Pour la première fois depuis le début de la catastrophe, le pilote et son copilote travaillent de concert pour sauver l'appareil. Kudrinski actionne les gouvernes de direction qui permettent de ralentir le tourbillonnement de l'appareil. L'appareil ralentit enfin. Grâce aux gouvernes, le pilote a interrompu le plongeon de l'appareil. Coming out. Coming out. Too much speed, he's back on throttle a bit. Après une lutte acharnée, les pilotes ont interrompu le plongeon de l'avion. Mais ils ne maîtrisent toujours pas l'appareil. We'll get out of this. Everything is fine. Easy. Pull backwards a little bit. Puisque la confusion règne depuis 6 minutes, les pilotes ignorent à quelle altitude ils se trouvent. Il est déjà trop tard. Sierra Uniform 593, this is Novokuznetsk Area Control. Please come in. Le contrôle aérien en Russie a perdu le contact avec le vol 593 d'Aeroflot vers Hong Kong. On confirme rapidement leurs craintes. Moins de 2 heures plus tard, les secouristes partent à la recherche de l'Airbus dans les montagnes et les forêts froides de Sibérie. Ils retrouvent les décombres de l'appareil sur un flanc de montagne boisée, environ 100 km à l'est de Novokuznetsk. Il n'y a aucun survivant. Les 75 passagers et membres de l'équipage ont rendu l'âme. L'Airbus était un nouvel avion à la fine pointe de la technologie. Pourquoi s'est-il écrasé? Pourquoi n'a-t-il jamais lancé un signal de détresse? Les médias russes posent plusieurs hypothèses, dont celle d'une bombe terroriste. À mon arrivée à Moscou, les médias parlaient déjà d'actes terroristes. Il y avait eu des attaques du genre à bord d'autres appareils. Une seule chose était sûre, il n'y avait aucun survivant. Les autorités ont refusé de dévoiler de l'information. C'est seulement le lendemain de l'écrasement que le directeur d'Aeroflot m'a confirmé qu'il n'y avait aucun survivant. C'était un moment horrible, évidemment. Horrible. J'ai encore peine à y croire. Aeroflot assure le transport des familles des victimes vers Moscou. Brenda Clark, la mère du passager britannique Mark Newport, se rend dans la capitale. J'ai rencontré ma belle-fille là-bas. Je lui ai dit que les autorités nous interdisaient l'accès au lieu. Mais elle m'a répondu que c'était faux. Des Chinois étaient sur place pour accomplir certains rituels funèbres. Elle m'a dit qu'on pouvait aller sur les lieux. On m'avait menti. J'ai exigé qu'on m'emmène sur les lieux, sinon je trouverais une façon de m'y rendre seule. Les autorités russes emmènent les familles des victimes voir les décombres. Les familles des victimes chinoises lancent des messages écrits sur des bouts de papier, d'autres lancent des fleurs. C'était très émouvant. On avait des fleurs, mais eux avaient écrit des messages sur des bouts de papier. Ils les ont lancés, c'était magnifique. On emmène ensuite les familles à la morgue tout près du lieu de la catastrophe. Les corps des victimes s'y trouvent, mais plusieurs d'entre eux ne peuvent être identifiés compte tenu des dégâts causés par l'accident. Les autorités demandent aux familles d'examiner des vêtements retrouvés sur les lieux afin d'identifier leurs proches. Brenda Clark retrouve des photos de famille de son fils. Ébranlée, elle confirme que son fils était bel et bien à bord du vol 593. On entame l'opération de récupération. Le gouvernement russe mobilise 238 soldats, policiers, enquêteurs et secouristes.
La catastrophe ébranle l'industrie de l'aviation. Comment un nouvel Airbus a-t-il pu s'écraser sans avertissement? L'Airbus A310 est-il défectueux? Il faut une réponse le plus vite possible. Ivan Mashkivski mène l'enquête. Les dieux de l'accident offrent peu d'indices. Ceux qu'ils découvrent le laissent perplexe. Des bouteilles de champagne intactes, un agent de bord portant un masque à oxygène et les corps de 2 enfants dans le poste de pilotage. Selon l'enregistreur numérique de données de vol, les moteurs tournaient encore au moment de l'impact. L'enquêteur est donc certain qu'une panne moteur n'a pas causé l'écrasement. Il fait appel à un expert de l'Airbus A310, quelqu'un qui peut reconstituer le vol et découvrir ce qui s'est passé. Vladimir Biryukov est un pilote chevronné et enquêteur d'accident à l'Institut Gromov à Moscou. Il est aussi expert de l'Airbus A310. Il a participé à l'évaluation et à la certification de l'appareil avant que le gouvernement ne l'achète. Sur le coup, cet accident m'a ébranlé. Comment une telle catastrophe avait-elle pu se produire? Je savais que l'appareil s'était écrasé en Sibérie. Je n'ai pas dormi de la nuit, car je songeais à ce terrible accident. Je me demandais ce qui avait bien pu se passer. Il fallait absolument élucider ce mystère. Oui, entrez. Vous feriez mieux d'écouter ceci. Chaque enquête débute par une analyse complète de l'enregistreur de conversation du poste de pilotage, le CVR. Celui-ci dévoile des faits troublants. Now, come and sit in my seat. Would you like to? Come on. Daddy, can I turn these? Yeah. Kudrynsky pilotait l'avion, n'est-ce pas? Selon le schéma, oui. Can I turn this a bit? Yeah, but if you turn it to the left, where will the plane go? Left. Right. Look out. Ah, non. Encore. Je peux tourner le manche? Oui. Si tu tournes à gauche, où ira l'appareil? Il y a 10 ans, on invitait fréquemment les passagers à visiter le poste de pilotage. Évidemment, depuis la catastrophe du 11 septembre, ce n'est plus le cas. On verrouille les portes du poste de pilotage. Chaque pays établit ses propres règles concernant l'accès au poste de pilotage. Dans certains pays, la décision revient au pilote. Il peut donc inviter qui il veut. Mais le pilote ne cède jamais les commandes à un passager. Jamais cela ne s'était produit auparavant. L'enregistrement étonne les enquêteurs. C'est incroyable. On croyait que l'impact avait projeté ses enfants dans le poste de pilotage, mais ce sont les enfants de Yaroslav Kudrynsky. Et il pilotait l'avion. Encore. Les enquêteurs sont stupéfaits. Pourquoi 3 pilotes chevronnés avaient-ils cédé les commandes à 2 enfants? Mais ce n'est pas tout. Les enfants ne sont qu'une partie du problème. Une caractéristique méconnue de l'appareil pourrait avoir entraîné l'accident mortel. Why is it turning? Is it turning by itself? Turning to the left. The other way. The other way. To the left now, to the right. The other way. I am turning it left. Okay, get out. Get out. Get out. Get out, come on. Get out. Get out. Get it left, the ground is right there. Les enquêteurs russes analysent des données de l'enregistreur de conversation du poste de pilotage du vol 593 d'Aeroflot qui s'est écrasé en Sibérie. Le résultat les glace d'horreur. Full throttle. Got it. Got full throttle. Full throttle, no. On doit se mettre dans la peau du père.
Il était très fier et a invité ses enfants dans le poste de pilotage. Il enfreignait les règlements, mais ce genre de choses se produit vraiment. Je refuse de le défendre ou de le condamner, mais il faut plusieurs facteurs pour causer de telles catastrophes. C'est la combinaison de ces facteurs qui cause des accidents de la sorte. Mais cette fois, il semble y avoir une seule cause. Un enfant aux commandes de l'avion. Cette révélation secoue la direction d'Aeroflot. La pression sur les enquêteurs est énorme. Les médias ont appris qu'Eldar pilotait l'avion au moment de la catastrophe. Aeroflot, qui tente de redorer son blason, veut minimiser les dégâts. Boris Rybak est un ingénieur en aérospatial de Moscou. La direction d'Aeroflot a tenté de dissimuler les résultats de l'enquête et de minimiser la gravité de cet accident pour éviter l'humiliation. La direction d'Aeroflot n'est pas la seule à surveiller de près le dénouement de l'enquête. Airbus, le fabricant de l'avion, est aussi aux aguets. Ivan, tu as l'air agité. Que se passe-t-il? Rien du tout. Si Eldar a causé l'accident, Airbus sera innocenté. Les familles des victimes désirent aussi des réponses. Tu en es sûr? Ivan Mashkivski et son équipe doivent marcher sur la pointe des pieds. Les écrasements sont toujours causés par plus d'un facteur. On doit les trouver. Je ferai de mon mieux. La réputation d'Ivan Mashkivski, d'Airbus et d'Aeroflot dépend de cette découverte. Il s'agissait d'un vol international à bord d'un appareil fabriqué par une compagnie occidentale. Il était inévitable que l'enquête menée par les autorités et les questions soulevées par les avocats des plaignants dévoilent certaines informations. Le fabricant Airbus était impatient. Il désirait une explication à tout prix, car la réputation de son appareil était en jeu. Je me suis insurgée contre le traitement qu'Aeroflot nous a réservé suite à l'accident. On ne nous disait rien et on niait toute responsabilité. Je voulais juste savoir pourquoi mon fils était mort. Je voulais savoir comment les pilotes avaient pu commettre une telle erreur. Mais Aeroflot refusait de répondre à nos questions. Chaque fois que nous cherchions des réponses, la compagnie nous évitait. Les familles des victimes ne sont pas les seules à chercher des réponses. Vladimir Biryukov tente désespérément d'éclaircir les circonstances de l'écrasement. En analysant les informations recueillies par l'enregistreur de données de vol, il peut reconstituer chaque geste des pilotes pendant le vol. Nous voulions découvrir la vérité. Nous cherchions à savoir pourquoi l'appareil s'était écrasé. C'était la première catastrophe d'une ligne aérienne russe impliquant un appareil fabriqué à l'étranger. L'enquête confirme que le pilote automatique fonctionnait lorsque l'équipage a éprouvé ses premiers ennuis. Malgré la présence des enfants, l'avion aurait dû poursuivre sa trajectoire comme prévu. Que s'est-il passé? Bon, quoi de neuf? La fille de Kudrynsky n'est pas en cause. Elle n'a jamais touché aux commandes. À 17h47 et 6 secondes, le commandant Kudrynsky lui a dit de ne pas toucher au pilote automatique. Son père avait programmé le pilote automatique pour tourner tandis que Yana tenait délicatement le manche. Oh, c'est toi qui tournais l'appareil. Mais Vladimir Biryukov constate qu'un événement dramatique s'est produit lorsqu'Eldar a pris les commandes de l'appareil. Personne n'aurait pu prédire un tel événement, même pas les trois pilotes. L'enquêteur a peut-être enfin élucidé cette affaire. Selon l'enregistreur de données de vol, l'autopilote s'est partiellement désactivé 2 minutes et demie avant l'écrasement, alors qu'Eldar était aux commandes de l'appareil. C'est à ce moment précis que les ennuis ont commencé. Mais comment cela s'est-il produit?
Le pilote automatique est un ordinateur sophistiqué qui contrôle la vitesse, l'altitude et le cap de l'avion. L'altitude et le cap dépendent de 3 éléments. La gouverne de direction, qui contrôle les mouvements latéraux, les gouvernes de profondeur, qui contrôlent les mouvements verticaux, et les ailerons qui permettent à l'appareil de tourner. Le pilote automatique ne contrôlait plus les ailerons. Il y a quelques années, les avions étaient munis d'un pilote automatique tout ou rien. Les avions modernes sont beaucoup plus sophistiqués. On peut désactiver individuellement certaines fonctions du pilote automatique sans tout arrêter. Si l'on veut tout désactiver, on peut le faire aussi. L'enquêteur Biryukov s'inquiète. L'enregistrement des conversations du poste de pilotage n'indique pas comment le pilote automatique a été partiellement désactivé. S'il s'agit d'un défaut de fabrication, la sûreté des autres Airbus est en jeu. Pour en avoir le cœur net, il faut reconstituer l'accident à l'aide d'un simulateur de vol au bureau-chef d'Airbus à Toulouse, en France. L'enquête dépend énormément de l'expérience de pilotage de Vladimir Biryukov et de son expertise de l'Airbus A310. Grâce aux informations provenant de l'enregistreur de données de vol, il reconstitue les événements à partir du moment où le commandant Kudrinski a permis à son fils de prendre les commandes. Un copilote reproduira chaque geste d'Igor Piskarev. Regarde à gauche. On regarde toujours le sol en tournant. Contrairement à sa sœur, Eldar tourne le manche avant que son père ne programme l'ordinateur pour tourner. Les commandes sont raides car Eldar lutte contre le pilote automatique. Dans le simulateur de vol, l'enquêteur Biryukov reproduit chaque geste d'Eldar. Non. Le manche commence à tourner. Il tourne. Oh oui. Voilà. Si l'on tourne assez longtemps, on désactive le pilote automatique. Combien de temps? 30 secondes. Il se désactive facilement. Sans avertissement? Non. L'équipage et les enfants l'ignorent, mais il s'agit d'un moment critique. Eldar parvient à désactiver partiellement le pilote automatique. 30 secondes plus tard, Eldar contrôle les ailerons. Il pilote bel et bien l'appareil. Pourquoi l'avion vire-t-il? Il vire seul? Mais oui. L'enquête s'avère plus complexe qu'elle ne semblait au départ. L'adolescent n'est pas la seule cause de l'écrasement. La découverte expose des lacunes importantes dans la formation des pilotes d'Airbus A310. I got it, I have full throttle. L'enquêteur Vladimir Biryukov élucide enfin les événements qui ont causé l'écrasement du vol 593 d'Aeroflot. Le fils de 15 ans du commandant Kudrinski a tourné le manche, s'opposant ainsi au réglage du pilote automatique. Sans avertissement, le pilote automatique des ailerons a été désactivé. Ceux-ci contrôlent la direction de l'appareil. Si l'on tourne assez longtemps, on le désactive. Combien de temps? L'appareil a viré vers la droite dans un angle de plus en plus abrupt. Mais pourquoi n'a-t-on pas constaté que l'on avait désactivé le pilote automatique? Fait étrange, aucune alarme ne se déclenche si l'on désactive accidentellement le pilote automatique. Les avions russes possèdent une alarme qui sonne dans ce genre de situation. Je crois que le commandant a permis à son fils de toucher au manche, croyant que s'il désactivait le pilote automatique, un signal d'alarme l'en aviserait. Mais l'Airbus A310 n'a qu'un signal lumineux pour indiquer que l'on a désactivé le pilote automatique. Aucune alarme ne sonne. L'équipage russe ignorait cela. De plus, il croyait que le pilote automatique fonctionnait encore puisqu'il contrôlait les autres commandes de l'appareil. L'avion vire sur l'aile, mais la situation n'est toujours pas critique. L'équipage peut encore stabiliser l'appareil grâce aux manœuvres appropriées.
Eldar est le premier à remarquer l'angle de l'horizon artificiel. Pourquoi l'avion vire-t-il? Il vire seul? Mais oui. Les trois pilotes ne comprennent pas, puisque le commandant Kudrinski avait réglé le cap de l'avion avec le pilote automatique. Vladimir Makarov offre une première explication. On dirait qu'on est dans une zone d'attente. L'avion entame une procédure d'attente. Ah oui? Bien sûr. J'augmente l'angle d'1 degré à la seconde. 27 degrés. On entre dans la zone d'attente. Qu'est-ce que c'est? Un arc apparaît à l'écran. Il ressemble à la trajectoire que suivrait un avion en attendant d'atterrir. Un arc est apparu à l'écran. Il ressemblait beaucoup à l'arc qu'un avion suit lorsqu'il entame une procédure d'attente. Lorsqu'il y a trop d'avions qui doivent atterrir au même aéroport, ceux-ci suivent la trajectoire d'un arc en attendant l'autorisation nécessaire. Une telle zone ne peut exister à cet endroit. Pourtant, on entend un des pilotes dire qu'il est dans une zone d'attente. Cette fausse zone d'attente distrait l'équipage pendant 9 secondes, ce qui suffit à envenimer la situation. L'Airbus vire à 45 degrés, un virage beaucoup trop brusque. Il ne peut virer à un tel angle tout en maintenant son altitude. L'avion tombe rapidement. Mais le pilote automatique ne maîtrise plus les ailerons. Il tente de compenser la situation en remontant le nez de l'appareil et en accélérant. Ce mouvement cloue les passagers sur leur siège. Les moteurs caleront sous peu et l'appareil tremble comme une feuille. Une partie du tableau de bord s'éteint, indiquant que l'avion surpasse ses limites. Il est impossible de maîtriser l'Airbus. Grâce à la reconstitution, l'enquêteur Biryukov constate qu'une erreur de jugement et un manque de concentration ont causé la catastrophe. Mais l'équipage aurait-il pu sauver l'appareil et ses passagers? Les pilotes du vol 593 ont tenté d'interrompre la descente en remontant le nez de l'avion, mais celui-ci a grimpé trop rapidement et ses moteurs ont calé. On tombe rapidement. On descend, tire-bouchon. On fait quoi? L'avion cesse de tournoyer. L'avion se stabilise. Il cessera de plonger dans quelques instants. Les pilotes n'avaient qu'à relâcher le manche. L'avion est muni d'un mécanisme de survie qui empêche les moteurs d'étouffer même à vitesse réduite. Mais les pilotes n'en savaient rien. Les enquêteurs ont tout fait pour mener une enquête juste et honnête. Grâce à leur persévérance, ils ont prouvé qu'une combinaison de facteurs a causé la catastrophe. De plus, ils ont dévoilé des lacunes dans la formation des pilotes de l'Airbus A310. Ceux-ci ignoraient que l'on pouvait désactiver partiellement le pilote automatique. Cette caractéristique existe encore dans l'Airbus pour permettre aux pilotes de contrôler certains aspects du vol tout en laissant l'ordinateur faire le reste. Mais l'équipage de ces appareils en est maintenant conscient. Le commandant Kudrinski a eu la malchance de mettre au jour cette caractéristique dans des circonstances nébuleuses. Moins d'1 an plus tard, l'industrie offre une formation aux pilotes. Ceux-ci apprennent à se sortir de situations dangereuses comme celle survenue à bord du vol 593 d'Aeroflot. Cette tragédie a contribué à améliorer la sécurité des équipages et des passagers. Mais pour les familles et les proches des victimes, la catastrophe reste gravée dans leur mémoire. La dépouille d'Adrian DeVille est l'une des 23 qui n'a jamais été identifiée. Les autorités russes ont incinéré ces 23 dépouilles ensemble. Je me dis qu'il dormait et qu'il n'a rien senti. L'équipage de l'Airbus repose au cimetière de Mitinsko à Moscou, près des pompiers qui sont morts en luttant contre l'incendie de la centrale nucléaire de Tchernobyl.
Yana et Eldar sont inhumés aux côtés de leur père. Je peux imaginer la terreur qu'ils ont dû ressentir. Mon mari savait que non seulement la survie des passagers dépendait de lui, mais aussi celle de ses enfants. Oui, il a enfreint les règlements. Mais somme toute, il s'agit d'un accident exceptionnel qui relève d'une simple coïncidence. Je peux accorder mon pardon aux pilotes ainsi qu'aux enfants, car ils sont innocents. Le commandant avait 39 ans et il a mené une carrière exemplaire. Ce sont les 5 dernières minutes de sa vie qui ont viré au drame. Les enfants n'auraient jamais dû se trouver dans le poste de pilotage. Il est trop tard pour sauver mon fils, mais on évitera peut-être une autre catastrophe de ce genre.